mesure automatisée de la superficie bâtie. Le pacte, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. Ce qui fait, c'est facile que le CNT puisse identifier les non déclarés et d'aider aussi l'équité fiscale. Ça veut dire que vous taxez l'impôt d'une façon qui est équitable. Deuxième partenariat, c'est pour le secteur minier. Donc ici, l'objectif, c'est la surveillance et la conformité des activités extractives dans le minier. Et le partenariat que nous pouvons avoir, le CNT, c'est CNT et les CAMI, qui est les cadastres miniers. Donc le service, ça sera les rapports périodiques de surveillance des concessions, et cela va amener un bénéfice de réduction de la sous-déclaration de produits par la vérification de l'empreinte au sol. Et plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Les gens peuvent déclarer qu'ils exploitent le cuivre, le contraire, ils exploitent au-delà de ça. Finalement, avec l'apport du CNT, on peut arriver à détecter cela et par l'entremise, je pense, de Gérard, Camille et Gérard, on peut poursuivre ces gens d'entreprise pour essayer de payer les pénalités au niveau du gouvernement, et cela va recouvrir assez de recettes au niveau fiscal. Et aussi, le CNT et le ministère de l'Environnement, par le fait, la cartographie d'exploitation artisanale, mais dans la plupart des cas ici, ils ne respectent pas les normes environnementales, surtout la décharge sur la contamination hydrique. Quand on fait l'activité minière, c'est fait, il y a toujours un déversement des déchets qui peuvent ne pas être bien contrôlés. Donc c'est facile que nous aussi puissions avoir un regard sur ça. Et si il n'y a pas de conformité sur le plan environnemental, donc il y a toujours des, comment vous appelez ça? Pas des taxes, mais des pénalités, voilà. Des pénalités qui vont être appliquées là-dessus. Alors, comment y arriver? Donc, on ne va pas aller trop dans le détail, parce que l'environnement est quelque part mixte. Donc, je voulais essayer un peu de réadapter ça dans ce sens. Donc, nous allons voir la détection pour l'assiette fiscale. Vous verrez que ici, pour le LIDA, par exemple, c'est plus pour l'aspect cadastre foncier. Donc, comme je dis, c'est un peu de numériser les données bâtimentaires, par exemple, dans la ville de Kinshasa et solution. Donc, une plateforme ici, adaptée, c'est comme on dit, ce sont les plateformes qui sont mobiles, qui sont différentes des satellites, qui sont figées à une distance fixe par rapport aux objets, aux postes possibles, mais au sol. Mais les drones, ce sont des plateformes qui sont variables, et que vous pouvez toujours les placer là où vous voulez, et puis au moment où vous voulez, précisément. Pour les grandes agglomérations, donc, utiliser le modèle numérique de surface pour la mesure de l'automatisation de surface bâtie avec au moins une précision sur plus ou moins de 10 cm, donc je crois que ça doit toujours bien marcher. Vous avez aussi l'intégration en très haute résolution spatiale. Ici, vous avez, ici, les plateformes sont des satellites qui sont commerciaux comme Worldview ou bien Triad, ou bien aussi des drones qui peuvent être utilisés en ce sens-là. Et ici, vous avez des images auto-rectifiées qui peuvent avoir une résolution de moins de 50 cm, essentielle pour établir les plans cadastraux de base de ces études. Et je vais attirer l'attention ici pour l'avantage d'utilisation des drones. Ce qui fait que les autorités peuvent toujours nous en procurer. Ça ne sera pas de l'argent jeté, mais ce sera quelque chose qui pourra être assez, qui va devoir générer assez de ressources pour notre État. Donc, ça sera une mise à jour rapide des zones urbaines à forte croissance. Donc, c'est comme je dis avec la cartographie 3D, donc des bâtiments qui s'érigent avec le temps.
Ici, nous avons pour plateforme de contrôle et détection des changements. C'est comme on dit, détection, par exemple, on dit, disons, par exemple, les satellites, ils ont ce qu'on appelle la résolution temporelle. Donc, ça veut dire que si les satellites passent sur ces bâtiments clients à 12 heures, si sa période temporelle est par exemple de 2 jours, donc il va revenir 2 jours à la même personne, c'est ça qui s'appelle période temporelle. Et avec la période temporelle, vous allez voir que si vous avez des images que vous avez photographiées aujourd'hui, et après par exemple une année, vous allez voir devant un changement, si vous faites cette étude temporelle. C'est-à-dire on fait ici une position des images à la prise, depuis un temps, avec le temps, on voit comment ces images évoluent dans le temps. Donc ici, vous avez par exemple une plateforme à utiliser telle que Sentinel-2 et puis Landsat. Et là, l'avantage est que nous avons l'accès irrepassable. Ce n'est pas que nous devons payer la reconnaissance. Nous pouvons toujours l'utiliser et en profiter. Nous avons par exemple détection hyperspectrale ou radar. Et l'avantage de ça est que ce sont déjà des capteurs où vous pouvez faire la détection quel que soit le temps météorologique. On n'a pas à se dire c'est d'imager comme l'optique où vous n'allez pas avoir l'image claire ou pas parce que l'image va essayer de créer vos images et faire le traitement va toujours être compliqué pour le faire. Alors, pour le modèle de génération de revenus publics, donc au secteur public, donc le CNT doit facturer ses services spécialisés à haute valeur ajoutée. Donc ici, vous avez le client, c'est l'État congolais, donc la facturation entre interagences, donc le ministère. Donc ici, on se dit, donc, pour les contrats de services alimentaires, le CNT fournit des mises à jour régulières, facturées au niveau de la DGI, qui s'occupe de la fiscalité de taux. Et nous avons le cadastre établi, donc audit de conformité des vérifications de limites de concession, puisqu'ils peuvent déclarer qu'on les a donné une concession. S'ils vont au-delà de ça, à ce moment-ci, je pense qu'on n'a pas encore de moyens pour pouvoir le prouver. Le CNTP a mis ses preuves, et cela va générer encore beaucoup de recettes pour l'État. Vous avez le ministère de l'Environnement, c'est terminé, par exemple, contrôle des pollutions, comme j'ai dit, et la réalisation de sites miniers. C'est-à-dire, quand on termine l'exploitation, on doit faire une certaine réglementation pour que les normes puissent être respectées. Et ici, l'avantage serait qu'il y aura toujours des amendes et des redevances environnementales qui peuvent être appliquées. Aussi, nous faisons une collaboration avec le ministère de l'Environnement, mais appliquée dans le secteur de l'île. Nous, comme étant une unité technique, entité technique qui fait ce genre de contrôle, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui va être payé, et le CNT sera aussi bénéficiaire de cette prestation pour l'autofinancement. Donc, en revanche, il faut instituer une petite taxe, donc parafiscale, assise sur de nouvelles recettes générées grâce aux données du CNT. Si le CNT, à travers ces données, son travail, et qu'il y a plus de recettes qui sont générées, c'est tout à fait logique qu'il puisse y avoir une taxe plus être fiscale, peut-être versée mensuellement au niveau de l'institution où sont développés. Alors, la réussite du modèle, c'est-à-dire que le CNT doit être autorisé à facturer ses propres prestations, à investir ses revenus pour devenir un établissement public autonome. Et ici, il faut un signature d'accord de protocole avec les organes tels que DGI, cadastre minier, et définissant le service et le mécanisme de tarification pour la dite chose. Et ici, je parle de standardisation pour que les gens ne viennent pas dire que l'avancée que vous faites n'est pas conforme aux standards internationaux. Donc ça, c'est un aspect qui est important pour ça. Alors, en quoi ceci contribue à la paix et à la stabilité? Vous allez voir que sécurisation du foncier, un cadastre géospatial clair et
conflits fonciers qui génèrent souvent en violence locale, ce qui fait qu'on n'aura pas de paix. Et la transparence minière fait en sorte que la surveillance spatiale va permettre de cartographier et de contrôler les sites d'exploitation. Donc, il va réduire l'opacité et les financements illicites. Souvent, les groupes armés, la plupart de ces groupes-là, c'est suite à ces armes d'exploitation qui le créent. Et c'est là qu'on aboutit, comme il y aura assez de revenus dans le fiscal, donc le revenu généré peut facilement être financé pour les infrastructures sociales telles que les écoles, la santé, qui ne s'étendent pas pour la réalité contre les inégalités. Donc ça, c'est quelques références que j'avais. Et merci pour votre attention. C'est Pemba Sadou. Comme dit tu fais, c'est bon. Merci. La présentation que je vais faire tout de suite s'intitule quelle est détection et mise en évidence d'indices minéralogiques par des détections évidemment. Oh là là. Vous avez bougé là-bas, pardon. D'accord, merci. Comme sommaire, nous avons l'introduction, la méthodologie qui comprend la définition de la zone d'étude, acquisition des données satellites, le pré-traitement, calcul des indices minéralogiques, analyse des structures géologiques, classification et cartographie. En point 7, nous avons la validation de terrain et puis production de résultats. La méthodologie est là. Pour notre zone d'étude, il s'agit de la zone de Bouki, qui est au Congo central, précisément au fin fond du bas fleuve. Elle est dominée par la forêt et les plateaux ferriers. Cette technique est particulièrement utile pour identifier les zones où les sols sont érodés et ensuite pour repérer les terrasses riches en fer, distinguer les argiles et suivre l'évolution des activités humaines. Et elle offre ainsi un outil essentiel pour comprendre la géologie locale et localiser les zones présentant un potentiel autour de la réserve de Bouki. Nous avons là, c'est la zone d'étude, elle est trop grande. Ici, pour ceux qui connaissent, on a la zone du Kourmalégo. Ici, c'est Kinshasa et ici, c'est le bas fleuve. Pour en faire une étude minéralogique par télédétection, la première des choses, c'est localiser la zone par laquelle vous voulez faire vos études. Pas seulement les études, parce qu'il nous arrive au bureau,
que les personnes qui possèdent des permis miniers, ils viennent avec des coordonnées géographiques bien délimitées sur lesquelles ils veulent avoir la certitude sur le potentiel minier qu'ils ont dans leur permis. Acquisition des données satellitaires. Pour ce cas, nous avons utilisé la plateforme Magas qui permet de télécharger les images avec le capteur Aster pour ce cas, mais cela n'empêche pas que les autres capteurs aussi puissent être utilisés dans le domaine des mines. Il faut simplement savoir comment y faire la combinaison de bande spectrale. Acquisition de données satellites, utiliser des images adaptées au contexte tropical. Comme je venais de le dire dans notre cas, il s'agit de la zone de l'eau. Pour le pré-traitement, elle comprend la correction atmosphérique des images, le découpage de la zone de cookie, et un masque avec l'indice de végétation pour éliminer la végétation dense, si la végétation est liée. C'est une image en production et pour tous ceux qui ont rouge là, c'est la forêt. Et les conserver dans les zones ouvertes ou semi-ouvertes. Pour le calcul des indices minéralogiques, avec le capteur Aster, donc on a la composition B4, B2, B2, B1, B4, B2, argile kaolite, c'est la composition spectrale B5, B6. Et grâce à ces indices calculés, avec plusieurs combinaisons de couches, on obtient une composition colorée telle qu'elle. Avec ça, on saura bien faire si elle est accompagnée d'une carte de retombe lumière, par exemple, c'est qu'on utilise souvent ici chez nous au CND. Avec la zone d'étude qui est là, la carte en dessous, c'est la carte de retombe minière. C'est la carte du musée national. Et en étoile, là, je sais déjà que c'est de l'or. Et notre zone d'étude est là. L'or, c'est à Tchila, dans la rivière de Bouzi. Et l'eau qui est là. Voilà la carte en gros, elle est là. Comme je l'ai dit, la zone qui est quelque part là. Tchila, c'est Kubanza. Et l'eau qui est là. Et cette zone, elle est vraiment importante. Pourquoi? Parce que géologiquement parlant, nous savons que la province du Congo central, moi je l'appelle la réserve de la RDC, parce que géologiquement c'est la même minéralisation qu'on trouve dans le Katanga, c'est le Katangien, le Machi, les Maloumiens au Congo central et les Indiens à la province orientale. La validation de terrain, c'est l'étape la plus importante. Pour bien avoir des indices, si les géologues ne partent pas sur le terrain récolter les échantillons et les amener au laboratoire pour confirmer, le travail ne servira pas à grand chose. Pour ce cas, après l'étape de calcul des indices, effectivement qu'il y a eu des indices. Je ne pourrais pas vous dire plus de ce qu'on a trouvé, parce que ce sont des données assez confidentielles. Je n'en dirai pas plus. Mais c'était vraiment une zone prometteuse. J'ai toujours dit au DG, bien qu'ils soient toujours contre moi, et moi j'aime la déforestation. Parce que quand il y a la déforestation, il est déjà là, et qu'on trouve les indices, et qu'on confirme les gisements, je me demande toujours pourquoi ne pas les exploiter et faire la vraie mine après. Parce que les Japon en ont fait de même. Il a exploité, il a détruit la forêt. Et moi je dis, la forêt prend toujours, il se retourne toujours. Vous pouvez construire 10 ans, 20 ans, 50 ans après, et la végétation vous pousse. Donc jusque-là, les travaux sont en cours, comme je venais de le dire. Les géologues qui vont sur le terrain, qui seront sur le terrain d'ici là, et aux prochaines journées scientifiques, vous aurez les conclusions là-dessus, si on me le permet. Et comme conclusion, je dirais que la télédétection vous a aidé à accéder à la zone d'étude en utilisant des images du satellite.
ce qui est très bénéfique, car cela réduit le temps passé sur le terrain. Les routiniers qui sont dans la salle savent qu'à l'époque, pour faire une exploration dans un permis minier, on pouvait en faire 6 mois. Et de ceux qui allaient sur le terrain pendant 2 ans et qui faisaient des rotations, mais ça prenait énormément de temps. Mais grâce à la télédétection, on sait où se trouvent les indices miniers et avec les GPS, les coordonnées géographiques XY et l'altitude si on veut, on peut facilement y accéder et aller chercher les échantillons aux endroits précis et pas divaguer dans la zone en faisant passer du temps. Elle réduit le temps et elle aide à faire des présomptions sur les roches et la minéralisation présente en attendant le résultat du laboratoire. Eh bien, je vous remercie. Encore une fois. Bonjour. Ariel Mabaya, chef du département Économie et Environnement. Bon. Aujourd'hui, on va parler de la télédétection et l'agriculture de précision. On sait que l'agriculture, on a souvent l'habitude de faire une agriculture qui est traditionnelle avec les moyens de bord, mais avec l'avènement des nouvelles technologies et l'IA, on est appelé à faire une agriculture qu'on dit agriculture de précision avec les moyens qui nous sont offerts. Donc, des moyens modernes, à l'occurrence la télédétection pour notre cas. Sans plus tarder, dans les contextes, on sait qu'aujourd'hui, le secteur agricole, c'est un domaine stratégique qui touche non seulement l'aspect social ou économique, mais aussi l'aspect environnemental de nos vies. Et depuis quelques années, une approche dénommée agriculture de précision tente à atténuer les problèmes associés à l'agriculture traditionnelle. Comme je l'ai dit tantôt, l'agriculture traditionnelle est limitée parce qu'on a des problèmes de faible rendement, les travaux qui sont lourds, vu qu'il n'y a pas de matériaux, on est limité à faire à la main et puis il y a beaucoup de choses qui ne vont pas nous aider à nourrir, si on veut, plusieurs personnes à la longue. Et l'agriculture de précision préconise la prise en compte de la capacité productive de chaque type de sol à l'intérieur d'un champ, afin d'y adapter les pratiques culturelles. En d'autres termes, avec l'agriculture de précision, chaque partie du sol est exploitée selon ses potentialités. Donc, on exploite les marécages parce qu'ils sont marécages, on exploite les terres humides parce qu'ils sont terres humides, avec toutes les caractéristiques qui vont avec. Et donc, dans ces contextes, on dit que la télédétection et l'agriculture de précision permettent d'adapter la gestion des parcelles agricoles en fonction de la durabilité interchamp, en modulant les interventions et les traitements selon les besoins et selon la durabilité spatio-temporelle du sol et des cultures. Ces concepts mis ensemble visent à développer les bonnes pratiques agricoles pour concilier agriculture durable et rentabilité économique. Définition des concepts. Les concepts clés dans notre exposé, il y a la télédétection d'un côté et puis l'agriculture de précision de l'autre côté. Nous attendons par télédétection l'art ou la science d'obtenir des informations sur un objet, une surface ou même un phénomène par l'analyse des données sans contact permanent, sans contact apparent avec l'objet observé. En d'autres termes, quand nous lisons, par exemple, quand nous lisons, nous faisons la télédétection. Donc, nos yeux jouent les rôles des capteurs et la lumière que l'on voit permet à nos yeux de capter ce qui est écrit là. L'agriculture de précision, quant à lui, c'est un principe de gestion des parcelles agricoles qui vise l'optimisation des rendements et des investissements, tout en tenant compte de la durabilité de milieu et des conditions entre les parcelles. La télédétection est l'outil principal qui fournit les données nécessaires pour une agriculture de précision.
Par exemple, grâce au calcul des indices, comme la NDVA, on peut arriver à déterminer la santé de plantes ou la santé d'une végétation. Il y a des indices comme l'indice des ténèbres en eau, les NWI, qui permet de déterminer les zones humides et en même temps l'humidité dans une canopée. Ceci va permettre à suivre à la santé des cultures, détecter les maladies, les stress et d'autres choses. L'importance de la télédétection dans l'agriculture de précision. En parlant de l'importance de la télédétection dans l'agriculture, on fait allusion à l'application de la télédétection dans cette agriculture. On sait que la télédétection joue un rôle important dans l'agriculture moderne parce qu'elle permet de collecter, analyser, interpréter les données à distance avec des capteurs placés sur des satellites, des drones ou des avions pour surveiller et optimiser les pratiques agricoles. Tout ça, c'est dans le but d'augmenter les rendements. On peut faire la surveillance des cultures en temps réel avec la télédétection. Donc, on suit la croissance des plantes. On peut détecter les maladies précocement. Par exemple, dans des grandes plantations, au lieu de faire des terrains, on peut tout envoyer des outils modernes comme les drones, par exemple. Il va passer et prendre des indices pour déterminer à la longue les maladies, les endroits qui sont attaqués, ou bien même l'humidité du sol. On peut évaluer avec précision l'humidité du sol avec les nouvelles technologies comme la télédétection. On peut évaluer aussi les ténèbres en nutriments. On peut détecter, comme je disais tantôt, les maladies, les carences, tout ça. On peut arriver à cartographier les sols et analyser et faire des analyses de fertilisation grâce aux images hyperspectrales. On peut faire des prévisions des rendements. On peut réduire les coûts et gagner en temps, par exemple pour de grandes étendues. Et tout ça, ça va aider à la prise des décisions et à la planification en termes de pratiques agricoles, en termes de décisions, en termes de choix de semences ou de prévision des rendements. Ces schémas synthétisent au fait comment est-ce que la télédétection peut aider à apporter son apport, si je peux dire ça, dans l'agriculture de précision. En premier lieu, il y a ce qu'on appelle la mesure. La mesure, c'est tout ce qui est caractéristique. Donc, on prend les caractérisations des parcelles ou des terrains qu'on veut cartographier. En deuxième lieu, on compare des décisions, donc décider. On transforme des données qu'on a collectées sur les champs en données géoréférencées. Et en troisième lieu, ce sont des modèles qu'on fait. Donc, ça permet d'agir et de prendre des décisions par rapport à ce qu'on veut faire dans l'avenir. Comme technologie et capteur dans l'agriculture, on a les satellites, on a les drones, on a les capteurs au sol et puis les réseaux Internet et objets. Ça, c'est un cas pratique d'une image satellitale prise par drone. C'est une plantation de VA. Et là, tout ça, c'est une plantation de VA. On voit qu'il y a un cours d'eau à côté. Cette image, elle a été prise sur une même période. Et on essaie de voir qu'avec l'image prise avec un drone, on a la possibilité d'avoir un peu plus de détails. On sait voir qu'il y a une canopée, des arbres qui est là, il y a un cours d'eau, il y a même des routes qui sont visibles. Donc, avec cette image, on arrive à dire que on arrive à avoir des informations détaillées de cet endroit-là. Et ces informations sont plus liées à la couverture du sol, à la surveillance en temps réel de la plantation. Et ces informations vont aider
vont aider les décideurs, en l'occurrence les chefs de plantation pour ces cas pratiques, à prendre des décisions et à faire des planifications pour les activités agricoles à venir. Bon, et comme je disais tantôt, l'image ici représente un drone qui fait les pondages d'entrée dans une plantation. Et ça permet de gagner en termes de temps, en termes de coûts. Ça permet de gagner, comme je disais, en termes de temps et de coûts. En résumé, on peut dire que la télédétection aide beaucoup dans l'agriculture, va beaucoup aider, comme c'est une nouvelle approche qui n'est pas bien établie, mais c'est une approche qui promet, une approche promettante. Comme je disais tantôt, les résumés, dans le secteur agricole, vu la croissance démographique, les changements climatiques et la rareté de ressources, la solution ici, c'est de se diriger vers la télédétection, qui est une science avancée qui va émerger dans une force transformatrice en offrant des informations intelligentes et exploitables pour une agriculture durable. En perspective, on a les visions avancées multicaptables pour une intelligence agricole holistique. On a des modélisations prédictives par l'intelligence artificielle pour une agriculture résiliente au climat, la quantification des services écosystémiques par télédétection, combler les fossés de l'adoption dans conception humaine et politique, avec pour objectif l'amélioration de la productivité, la durabilité et la résilience au climat. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je constate l'absence de Madame la professeure à sciences. Chers amis, bonjour. Il nous a été demandé d'exposer sur l'image du CNP dans 5 ans. La question ici, c'est de répondre comment nous voyons le CNP en 2030. Notre intervention qui parle du futur n'est certainement pas une prophétie au sens biblique du terme. Elle est plutôt la synthèse d'une étude prospective intitulée La physionomie du CNP en 2028. C'est une réflexion scientifique initiée et réalisée par la direction études, planification et suivi du Centre national de télédétection. Comme prospective, cette étude consistait à décrire scientifiquement ce que pourrait devenir la physionomie du CNP dans les 3 années à venir, compte tenu des paramètres de début et leur évolution au fil des 5 premières années de l'existence du CNP. C'est là un objectif de prendre les précautions qui s'imposent pour bien gérer le CNP en 2028, voire dès même en 2030. En effet, si l'analyse stratégique a pour but d'explorer
explorer toutes les facettes d'un problème ou d'une situation donnée, l'analyse prospective, elle, se transporte scientifiquement, pas physiquement, se transporte scientifiquement dans le futur pour y déceler des éléments perturbateurs et lancer des mesures, lancer l'alerte, lancer l'alarme auprès des décideurs pour prendre dès aujourd'hui des mesures adéquates capables de parer à toute éventualité. Je parle des décideurs, même dans une maison, on peut faire la prospective par rapport à ce qu'on voit. La maman ne pas possible, que sera, elle deviendra notre maison dans 3 ans. Elle deviendra cet enfant dans 2 ans. Qu'est-ce qui a motivé notre étude prospective? Les éléments observés dans le fonctionnement de CNT dès le début de sa création révélaient ce que disait le feu professeur Gambé, le professeur Gambé m'a appelé des discadences ou des incongrues. Tenez par exemple, le CNT a toujours disposé en son sein des compétences, vous venez de suivre, des compétences capables de fournir des réponses positives aux bonnes et diverses raisons pour lesquelles cet établissement a été créé. Malheureusement, son créateur, le gouvernement de la République, ne manifestait que peu d'empressement pour installer et opérationnaliser les services. J'ai été pendant près de 4 ans le coordinateur des experts du CNT, donc je sais ce que je dis. Cela donnait la nette impression que le gouvernement avait perdu de vue qu'en créant le CNT, il venait d'offrir à la RDC une poule aux œufs d'or, dont les nombreux utilisateurs publics et privés des immenses et variables applications de la télémédiation avaient grandement besoin, et que les experts du CNT pouvaient leur offrir à titre onéreux, il cite l'article 3 du décret numéro 18/006 du 4 avril 2018, portant création et fonctionnement et organisation du CNT. Le gouvernement avait peut-être oublié que c'est vrai, son bébé CNT, avant de les laisser voler de ses propres ailes avec les prestations des experts offerts à titre onéreux. Heureusement, les premières actions du gouvernement dans l'installation et l'opérationnalisation du CNT ont servi de prérequis comme balise et comme phare pour percevoir l'avenir de 7 ans, même au-delà de 5 ans. À propos justement de ces actions d'opérationnalisation et d'installation du CNT, l'immeuble CNT est déjà perceptible. Le CNT pourra recevoir l'éclair en 2006, avec des locaux en 2026, avec des locaux équipés en matériel lourd et l'acquisition des minimum des équipements de télévision avant même les 5 ans. Grâce à cela, le CNT va donner un nouveau visage reluisant dans 5 ans, en 2030. Cependant, je respire d'abord, cependant, les ventres mous qui risquent
ce que détermine l'image radieuse de CNP, reflétée par son nouvel immeuble et ses équipements pas neufs, demeure sans contexte l'absence chronique et maladive des frais de foncier. Ces frais traduits, entre autres, en termes de subventions de l'État, ne parviennent toujours pas à quitter la chaîne de la dépense pour atterrir dans les coffres-forts supposés du CNP. Conséquences dramatiques. Primo, pas de frais pour l'Internet. Donc, pour pas être tributaire, la majeure partie des travaux de télédétection, nous n'avons pas à notre disposition l'Internet. La plupart des travaux qui ont été exposés par les scientifiques, on a besoin d'Internet. Je n'ai pas l'État qui va nous contrôler. Il n'y a pas un fonds prévu pour ça. Deuxièmement, les travaux de bureautique en pâtissent gravement. Et pour tant d'autres, pour beaucoup d'ouvrages utiles et urgentes, la pratique spirituelle dite de Mamonza reste à la seule issue. Et en fait, je suis fini dans ce moment. Je 3 minutes. La pratique triste de Mamonza reste la seule issue. Cette triste habitude qui se perpétue jusqu'aujourd'hui pourrait pousser le CNP à se faire arrêter. À quoi donc pourra servir cette poule aux œufs d'or qu'est le CNP? Et celui qui a des oreilles pour entendre, il entende. J'ai dit, puisque la science m'a dit de le dire, et je vous remercie. La seconde à Madame Gisèle Demba et la troisième à Madame Aurélie Ariel. Je m'en vais poser la question qui était scientifique. Vous avez dit que grâce à la télédétection, on peut contrôler l'exploitation minière, on peut savoir quelle est la quantité exploitée, quel est le type de minerai exploité. Je vais donner un exemple. Nous sommes au Katanga, Fungurume, quelqu'un exploite les cuivres, comment par télédétection, tu sauras qu'il exploite aussi l'uranium au même moment et savoir la quantité exploitée. La question à Gisèle, vous avez trouvé des indices aux alentours de Louki et vous avez dit qu'on vous interdit de demander l'exploitation. Et vous proposez l'exploitation de ces indices-là. Ma question est la suivante. Avez-vous déjà estimé les réserves pour savoir que ces indices ou ces minéraux sont exploitables et que l'exploitation ne risque pas de coûter cher par rapport aux produits de l'exploitation? Et la question à l'agronome, vous utilisez la télédétection en agronomie. Est-ce la science que vous avez utilisée ou c'est la technique que vous avez utilisée pour votre exploitation? Et si c'est les deux, comment? Merci pour la question. Vous avez dit les noms encore, c'est qui?
Ah, merci beaucoup. Les jeux de Sergio. Bon, merci pour la question. Donc, dans mon exposé, je n'ai pas parlé de la quantification. Je parlais de détection. En cas, par exemple, d'une société qui a fait une déclaration pour un produit exploite d'autres produits qui ne sont pas celles qui sont déclarées. La détection a la capacité dans quel sens? C'est que chaque minerai a une signature spectrale bien spécifique. Si vous avez un détecteur qui est très avancé, par exemple le détecteur multispectral, ça veut dire que dans votre longueur d'onde, il va sectionner des petites différences. Ce qui fait que, en termes de capacité de votre capteur, il peut facilement faire la différence de savoir quand on a une certaine image, la signature ici et la signature par exemple du cuivre, et l'autre est la signature de tel déjà donné. Mais dans mon exposé, dans ce que je dis, c'est pas que je le fais. Et ça veut dire ce que je vais présenter ici, c'est ce que notre yeux, les techniques que les gens essaient d'implémenter afin de pouvoir aider les différentes détections et exploitations qui ne sont pas déclarées au préalable. Je pense si vous aimeriez que nous puissions arriver à vous donner, et je vous donne des détails comme des scientifiques, je serai disposé à vous donner des détails purement techniques pour ce genre d'études. Mais quant à la présentation, c'était une présentation, je sais que les gens étaient mixtes. C'était plus préparé pour présenter à la présence des milices pour attirer l'attention des autorités pour arriver quand même à pouvoir s'appuyer à ça. Mais en tout cas, vous allez me donner les coordonnées, je vais vous donner, on pourra discuter sur le plan technique et la faisabilité de tout ça. Je ne sais pas si j'ai pu m'expliquer avant. Merci. Avant que je réponde à ma question, je veux compléter le directeur scientifique. Au CNT, il y a une méthode quant à la quantité exploitée. On le fait comment? La surface, dans les mines ouvert, c'est facile. Parce qu'on a la surface exploitée. Vous avez commencé en 2010. Par des élections, on s'est calculé la superficie de la partie que vous avez exploitée en 2010. Et quand vous arrivez en 2020, il y a une augmentation. Et grâce à la détection, les images de 2010 et de 2025, on fait ce qu'on appelle le détection, le changement de détection en français. Et avec la surface, on s'est calculé la quantité de matériaux exploités. Et avec le projet qu'on a sur les décrets, je crois, si je ne me trompe pas, il y a des taxes à payer à l'État. Parce qu'il y a des gens qui exploitent, qui disent j'exploite 100 mètres carrés. Et en réalité, il est arrivé à 200 mètres carrés. Comment on suit ça? Après les élections, on sait le faire avant. On a fait une grâce aux images satellitaires de différentes années. C'était justement un complément. Pour ma question, je la réponds de cette manière. Déjà, les travaux sont en cours. Les géologues qui sont allés sur le terrain pour la première fois, ils ont fait des sondages. Donc, le point des sondages sont faits perpendiculairement aux structures géologiques. Avec les structures géologiques qu'il y avait, c'est là qu'on retrouve les minéralisations. Les gens, si vous avez prêté attention sur l'image, on a vu une fine trace bleuâtre, si je peux dire. Et les sondages ont été faits dessus. Et les échantillons sont ramenés ici, à Kinshasa. Ils sont en cours d'analyse. C'est seulement après les analyses que vient l'étape des évaluations, calcul de réserve ou évaluation et calcul des gisements, pour savoir si le minerai, la minéralisation qui a été découverte est-elle exploitable, sera-t-elle rentable ou pas. Donc,
d'exploitation sans connaître les réserves. Non, je n'ai pas, on n'a pas encore. Ce sont des milliards qui sont en jeu. Donc on ne peut pas dire à la société de commencer l'exploitation. Parce que nous, c'est la première étape pour nous autres. La deuxième étape, non. Parce que les gens sont déjà sur le terrain pour le tournage et les prélèvements des déchets. Seulement après ça qu'ils peuvent y avoir les autres experts. Parce qu'il faire l'évaluation et le calcul des gisements, il ne suffit pas d'être géologue pour le faire. Moi, je suis géologue, mais je ne fais pas le calcul des réserves. Il y a d'autres géologues qui ont des compétences dans ce domaine qui feront l'évaluation des gisements et dire conclure si elle est exploitable ou pas. Voilà, c'est ça. Merci. Nous pouvons passer à la question suivante. Merci pour la question. Monsieur Roland, la télédétection, vous dites, on a utilisé ça comme outil ou comme science. Je vais répondre en deux temps. Déjà comme outil, parce qu'avec l'utilisation des drones, on utilise la télédétection comme un outil qui nous permet de collecter les données, par exemple dans des grandes surfaces, mais à un temps réduit. Et en tant que science, c'est plus lors de traitement d'image. Parce qu'il y a, en télédétection, il y a toujours deux volets. Il y a une partie traitement de données et il y a la deuxième partie, c'est les traitements d'images. Dans les traitements d'images, c'est à ce moment-là que la télédétection devient science parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte lors des traitements d'images. Il y a un côté moins technique, mais il y a un côté scientifique, si je peux le dire comme ça, qui fait intervenir non seulement les techniques de détection, mais aussi les notions d'agriculture, les notions de forêt et tout ce qui va avec. C'est un peu ça dans la globalité. Merci. Je crois que c'était deux questions. Les micros vont encore circuler dans la salle. Je signale la présence de Madame la professeure Patience, qui va aussi intervenir, je crois, tout à fait, cette série de questions et réponses. Elle prendra aussi la parole. C'est cette question qui demeure. Mais ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que Mme Gisèle a dit, c'est par rapport à l'importance de la télédétection. Et nous a fait voir que cet outil nous permet de donner les résultats des analyses à distance. Alors, ma question est celle-ci. Un travail fait sur terrain et un travail fait à partir de machines, quel travail peut nous donner de vrais résultats? Merci. Merci. Bon, je s'adresse à Mme Gisèle. Moi, c'est M. Benguissa Levin, CB à secrétaire général de la recherche scientifique et membre de la cellule de gestion de passation de marché public, où j'ai fait office de chargé de passation. Et là, je représente le permanent qui est en congé. Oui, ma question s'adresse à messieurs le DS. En fait, j'ai parlé avec un ami au téléphone qui est au bureau et il voulait savoir en français facile, télédétection qui peut favoriser la paix. Il voulait comprendre la télédétection fondamentale pour la paix. En français facile, comment expliquer ça, voilà, à un kidam. Et la seconde question, je pense, c'est à Madame Mabaye Ariel, qui nous a parlé de la télédétection en faveur de l'agronomie. Je me pose la question de savoir si la télédétection peut aider le moment maraîcher ou attendre au village ou se réserver à une habitude d'une certaine proximité. Je ne sais pas si je vous ai fait comprendre. Merci beaucoup. Si je comprends bien. Pour le reste, je pense que c'est juste un complément, parce que quand il a exposé, j'ai vu la partie construction des écoles et autres, je suis allé plus par l'approche de Paul Romain,
qui a pu développer l'approche de la croissance endogène. Et c'est très important si la télédétection peut arriver à contribuer à cette croissance endogène qui crée des externalités. Parce que si on construit des écoles, on construit des routes, ça peut contribuer, n'est-ce pas, pour le compte du trésor et ça va impacter au développement socio-économique de notre pays. Mais ma question c'était plus adressée à Madame Ariel, parce que depuis, quand elle a parlé de l'agriculture de précision, il y a la télédétection. Et moi, ce qui m'intéresse, parce que là, je vis la mesure. Vous avez parlé à la fin, là, je vis mesure, observation, ainsi de suite. Je voulais savoir les données sur lesquelles, n'est-ce pas, vous basez, elles sont d'abord de quelle nature? Elles ce sont des données qualitatives ou elles sont quantitatives? Et dans quel univers statistique vous vous situez? Est-ce que c'est l'univers aléatoire, bien l'univers certain ou l'univers incertain? Est-il possible alors de faire une modélisation statistique ou économétrique pour arriver à vos conclusions? Si oui, vous nous expliquez. Sinon, tant mieux. Ingénieur, data scientist, agent de la direction technique et des opérations. Ma question s'adresse au directeur scientifique. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. J'aimerais savoir comment la télédétection peut-elle améliorer l'identification et la mise à jour des assiettes fiscales dans les territoires où les registres sont incomplets ou obsolètes. C'est la première question. Merci beaucoup, monsieur le directeur de la parole. Je me nomme comme ami musulman. Je suis le directeur scientifique de CESA. Je voudrais d'abord remercier le CNDG pour l'invitation. Féliciter aussi tous les intervenants pour la qualité de leurs exposés. La question est toute petite. Elle s'adresse au directeur Moutou. Quand on parle de l'avenir de l'institution, dans les 5 ans qui viennent, dans les autres, on équipe toujours sa vision. Quelle est la vision du CNDG? Et si elle existe, prenez soin de la mettre dans les documents que vous avez donnés. Il n'y a qu'à la part. En tout cas, si je vous ai bien suivi, la vision du CNDG n'apparaît pas. Je vous conseillerais, si elle existe, de la mettre dans. Si elle n'existe pas, rappelez pour qu'elle existe. Descendez. Merci au directeur scientifique de CESAT pour cette remarque importante. Le Centre national de télédétection a une vision, mais le bilan a été fait avant. Et c'est vrai que la vision ne s'y trouve pas. On va l'ajouter dans le dépliant. Merci pour la remarque. Mais le Centre national de télédétection a un plan stratégique. Et il ne faut pas qu'on puisse montrer au grand jour ce que nous voulons pour demain. Nous venons de suivre les directeurs chargé d'études, planification et suivi. Il a montré dans 5 ans, 3 ans, 5 ans, quelle sera l'image du CNT. Le problème est réel. Nous n'avançons pas. Pourquoi? Parce que nous présentons tout ce que nous voulons faire. Nous disons tout haut ce que nous voulons devenir. Maintenant, il faut avoir des stratégies. Nous avons notre plan stratégique, mais nous ne voulons pas l'annoncer publiquement à tout le monde parce qu'il y a des ennemis du CNT, il y a des ennemis du pays. Ce que nous avons fait ici devant Excellence, c'est pour montrer ce que nous faisons.
mais il y a des choses que nous n'avons pas dévoilées. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que demain, que ce que nous voulons faire, que l'autre personne les fasse à notre place et qu'ils les fassent mal. Parce qu'ils ont eu l'idée et après, ils se pointent pour le réaliser et ils n'arrivent pas. Et ça sera un échec. Si nous avons des problèmes au pays aujourd'hui, c'est parce que nous commençons par dire et après, on nous fait des coups surpris pour que nous n'arrivions pas à ce que nous voulons. Donc c'est la raison pour laquelle, soyons patients, le CNT a le devenir, il y a un grand projet pour développer notre pays. Gardez votre soif et vous allez voir que bientôt, à partir de l'année prochaine, vous allez voir qu'il y aura déjà un changement. Merci. Si j'ai encore beaucoup de mots, vous avez parlé de l'élection en français facile, c'est ça. Pour qu'ils comprennent, quelqu'un comprenne, je vais mettre ça dans ce contexte. La télévision, c'est simple d'abord, c'est étudier quelque chose sans pour autant être en contact avec ça. Donc, tel que je vous regarde là, et vous me regardez, nous sommes en train de faire une télévision. Et cette élection est facile et est possible, c'est grâce à une, je vais dire, nature physique qu'on appelle la lumière. Donc, la lumière qui nous permet de voir, c'est fait partie de ce qu'on appelle rayonnement électromagnétique. Cette lumière a ses grandes sœurs et ses petits frères, ses petites sœurs plutôt. Si on tient compte de la longueur d'onde, les ondes radio qui vous permettent de ramener les émissions dans la maison, ce sont des grandes sœurs. Mais si on tient compte de fréquences, là vous avez les rayons X qui sont utilisés à l'hôpital, les rayons gamma pour le traitement du cancer, fait partie de la même famille. Donc, ce qui me permet de voir, c'est cette lumière, et je peux faire une décision, prendre une décision à distance sans pour autant de toucher bien et en contact avec toi. Maintenant, pour la paix, c'est simple que nous avons un problème de mouvement, par exemple, dans mon quartier. La télévision peut déployer des plateformes mobiles qu'on appelle les drones. Il peut facilement faire des cartographies, des poches de points chauds. Et cela pourra aider la police pour savoir exactement quand il y a par exemple ce genre de résurgence qui se passe. Où est-ce que je dis? Où est-ce, non, exactement dans quels endroits c'est mal fort, c'est caché. Donc, quelque part, par exemple, dans notre vie, si j'avais aujourd'hui l'État les moyens, avec le CNT utilisant la technique de détection, c'est facile, le CNT peut être comme une structure en point, et dans la police pour essayer un peu d'établir l'ordre. Si jamais les gens savent que l'eau va nous coller dans la bateau, on va déjà dans les sorties pour aller faire des ordres. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment trop bon dans les trucs de police, c'est facile, mais je crois que je peux mettre cette image-là pour dire en quoi la détection peut contribuer à la paix et à la sécurité, par exemple dans le cadre de notre pays. Je ne sais pas, il y a une autre question. Alors, on va poser sur comment on va des zones où des zones qui n'ont pas. La question c'est encore quoi? Les zones où les registres sont appelés pour obsolètes. Et voilà, c'est ça même l'objectif des indépendants. Les zones où le registre sont incomplets, obsolètes, le CNT peut appuyer en faisant, comme je l'ai dit, de cartographie foncière pour les différents parcelles. Parce que dans ce genre de zone, il faudrait que les gens déclarent ce qu'ils ont
sans pour autant, ça peut être vrai ou faux, c'est comme je le dis. Donc, les zones où les données sont inexistantes, il va falloir, à travers la télédétection, les différentes techniques à utiliser pour essayer de reconstituer les données numériques auxquelles le DGP va accéder. Parce que lui, le DGP plutôt, c'est lui qui perçoit le pot, mais le pot est perçu par exemple sur le portion de parcellaire qui est, je veux aussi par les cadastres et fonciers qui est les passes le ministère des cadastres du côté foncier. Je crois exactement la présentation que je fais, c'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif de ça. Mais bon, c'est quelque chose qui est venu. On a écrit ça, les scientifiques sont là. En science, il y a toujours l'impression des idées qui permettent à ce que nous puissions avancer. C'est comme le déjà l'a dit, nous ne devons pas aussi étaler tout ce qu'il faut. Par exemple, quelle approche nous devons utiliser pour le faire, puisque nous sommes dans un monde de concurrence. On ne va pas étaler tout ici, donc nous devons garder certains trucs qui sont comme des secrets de la boîte, qu'elle ne va pas tout dévoiler. Voilà. Je peux bénéficier des amis en français facile, c'est ça? Voilà. C'est parce qu'il y a eu des zones, des longueurs d'onde, tout ça. Une longueur d'onde. Et donc, tout ce que vous voyez, parce que dans le monde, les amis pour Béka, sur n'importe quoi, les amis dans Maï, les amis dans Moutou, les amis dans Iloko, vous voyez, l'hiver, Wana, les amis pour les autres, si je fais ça, c'est à partir de l'hiver, Wana, chaque Iloko, a combien ça. Pour que les hommes qui sont les ozons. C'est quoi les ozons là? Les ozons là, il y a qui peut capter ça. Les ozons la lune, les ozons la satellite, les ozons voilà. C'est quoi c'est qu'ils ont dit? En gros, on va couiller, et on va là, les gros voilà. Vous comprenez? Ni les gros voilà, ni les gros voilà, ni les gros voilà, ni les voilà. Va couiller, et pourtant, vous savez qui va le donc, qu'est-ce que vous savez là? Bah, il va y avoir les gros. Parce que si c'est un géologue, tout ça, attaque à mon et l'eau pour monter. Il suffit qu'un monde et l'eau est capté à l'eau. Tu comprends? Voilà. Donc, Ibrahim, ce n'est pas nécessaire que là, que si nous avons là, que nous avons la Kivu, là, que l'Équateur, là, que nous avons mais nous avons comme ça. Parce que les autres nyonso oyo bazali komona donc ngai soki na biso koexploite satellite okoyeba nyonso eza kuna mpe na koexploite yango ndenge na lini na ndenge na likoli yango lilobi secret ya bato ya télévision donc soki yango ndenge tolingwani souvent on ne lit pas tout le monde tu comprends? Ah, non, bon, depuis que nous sommes dans le monde de la vérité, c'est seulement qu'il y a je voulais juste compléter. Vous savez, c'est bien d'apporter cette question-là. On va s'y atteler pour essayer de voir aussi. En communication, il y a des mots qu'il faut. Quand on est scientifique, on communique le monde scientifique.
Et s'il faut parler d'un bateau d'hérité, donc il faut vraiment quelque chose, raffiner ça, que ça soit bien à niveau. Je crois bien qu'on va y penser en termes de vulgarisation pour nous aider, voir comment ensemble, les scientifiques avec les gens qui sont des professionnels de communication, oui, va mourir par exemple en Lingala, comment on peut expliquer ça pour que les gens comprennent de quoi il s'agit en CNT. Mais à cet stade ici, je dois être honnête, c'est quand même un peu difficile de pouvoir avoir être synonyme pour nous, c'est un peu plus facile pour ça que d'expliquer certaines choses. Merci, je reprends la question. Actuellement, l'exploration minière ne peut pas se faire sans la bénédiction. En Lingala, on dit pantalon au cadre. Donc, le pantalon et la ceinture. Donc, sans la bénédiction, on ne peut plus faire l'exploration. Pourquoi je dis ça? Je veux me défier. Grâce au signe de bénédiction, j'ai repéré l'or ici. Moi, je repère l'or ici. Ça, c'est mon permis minier, tous les strades. Et les signaux me montrent que l'or ici, les diamants dans l'arrière. Et vous, un client qui vient me dit, des détections, les amants, bon, à cela ne dit rien. Moi, par la détection, je sais où envoyer les géologues. Je dis, quand vous serez sur le terrain, vous allez me prendre des échantillons au point A et au point B. Celui qui est l'homme initié, il va aller chercher son point ici. Il va divaguer, il va faire le tour. Ce n'est pas un défilé que je fais. Ici, là, il fait un point de sondage ici. Si je fais un forage, point de sondage, ce n'est pas moi de mine de façon artisanale. Si j'ai déjà mis $1 ici, qu'on jette à la poubelle, et j'en ai 50 comme ça. Vous voyez la perte de temps qu'on a et la perte en argent. Donc, par ça, je dis la bénédiction, c'est la lumière de l'exploration qui amène à l'exploitation minière. C'est le complément. Sans la bénédiction, comment ferais-je l'exploration, comment ferais-je l'exploitation? J'ai dit, je vous remercie. Merci pour la question. La première question, c'était la question du CP. Vous demandez si la télédétection s'applique aussi à des maraîchères et tout. Je peux dire oui. Parce que l'idéal ici, c'est de chercher à aller vers une technique qui va nous permettre de faire l'agriculture, même avec les changements climatiques, même avec l'accroissement de la population, même avec la rareté des ressources. Donc, déjà pour arriver à produire dans ces conditions-là, il faut faire on appelle ça de mobilisation, de prédiction. Donc, déjà au préalable, il faut étudier les sols, les types de sols qu'on a. Comme je disais tantôt dans ma présentation, il faudra arriver à exploiter chaque type de sol selon ses potentialités. Et pour arriver à cette fin-là, au préalable, il faut faire des analyses, il faut faire des études pour arriver à ça. Bien que quand on regarde, on dit, bon, pour quelqu'un qui fait du maraîchage, c'est pas vraiment nécessaire de faire la détection, mais à la ligne des choses, avec le réchauffement du climat, avec le réchauffement de la planète, avec la rareté des ressources, entre l'eau, ça serait toujours intéressant d'aller dans ce sens-là. Et je reviens sur la gestion du DAF. Et là, c'est demander les données qu'on utilise, c'est de quelle nature? Je dirais que ce sont des données géoréférencées. Quand je dis des données géoréférencées, ça peut être des données qualitatives ou quantitatives. Je m'explique. Il n'y a pas longtemps, on a fait une étude dans une plantation de VIA. On voulait avoir la cartographie de cette plantation. En soi, c'était 10 000 hectares à cartographier. C'est vraiment énorme. Et quand on faisait ça,
on a subdivisé l'implantation en petits blocs. Donc, déjà pour l'info, on pourrait avoir la cartographie, les petits blocs qu'on a subdivisés, et en plus, on peut avoir la superficie, on pouvait avoir les noms, les métadates, comme on appelle, donc toutes les données qui vont permettre de reconnaître cet espace-là. Ce sont des données géoréférencées qui peuvent contenir des données et qualitatives et quantitatives. Vous avez parlé aussi de l'univers, si c'est dans un univers certain, chez lui, ce sont des données fiables. Si, bien que la validation de terrain pour certaines études paraît nécessaire et important, mais ce sont des données fiables. Possibilité de faire des modélisations si on fait des modélisations aussi. Par exemple, pour les problèmes d'inondation et d'érosion, on peut faire une étude et arriver à dire que dans 10 ans, dans cet endroit, par exemple, il y aura une inondation ou bien il y aura glissement des terrains. C'est possible. Je voudrais ajouter quelque chose sur ce que Madame Robert a dit sur la première question. Oui. Je disais par exemple pourquoi l'étude de précision est très importante. Si vous avez par exemple une parcelle qui est tue, il y a toujours la variation qui peut se faire dans le temps et dans l'espace. Vous avez par exemple l'unité du sol qui peut se faire dans une zone donnée, dans la même parcelle, par exemple nord-est de la parcelle. Vous avez par exemple pas le même unité du sol dans votre zone. Ce qui fait en sorte que, en termes d'arrosage, il y aura une zone qui aura plus besoin d'arrosage que l'autre zone. Au lieu de pouvoir arroser le champ, donc qui tue, vous allez faire un arrosage spécifique. Et cela permet de pouvoir, comment dire, donc, de ne pas gaspiller vos ressources. Donc voilà ce que je voulais juste ajouter là-dessus, c'est que l'agriculture de précision peut toujours apporter avec la télévision, surtout dans le secteur agricole. Tous ceux qui sont ici rentrent à la maison, on aura toujours besoin de vous l'avoir dit avec quelque chose à manger sur la table. Merci pour la parole. Je m'excuse pour ces grands retards. Il y a eu des imprévus. Et voilà, on a vraiment fourni des efforts pour. Nous allons lire un mot, parce qu'il y a déjà beaucoup été dit. On va peut-être ajouter une goutte dans ce qui a été dit. Nous remercions le comité de gestion de santé de nous avoir associés à cette grande manifestation scientifique. Et cela prouve comment ils comptent sur nous et comment les centres travaillent en collaboration. La télédétection, science fondamentale pour la paix et le développement durable. En arrivant, j'ai trouvé une question dans ce sens. Est-ce c'est une science, c'est une méthode, c'est un outil? Et finalement, j'ai dit, c'est en même temps une science, une méthode, un outil. Bien que la question n'est pas destinée, mais une science tout simplement parce qu'elle utilise des principes physiques sur l'interaction de l'énergie électromagnétique sur tout objet, toute matière. Et en cela, il y a des réflexions. Une méthode tout simplement parce qu'elle permet la collecte des données à distance. Et un outil tout simplement parce qu'il utilise des outils comme des capteurs, des satellites, des drones, etc. Voilà donc. Alors pour la paix et le développement, mais c'est là où, par rapport à nos recherches, nous allons faire voir que la télédétection permet effectivement d'assurer la paix
et de conduire à un développement durable. Nous allons présenter nos résultats des recherches où ça fait pratiquement 5 à 6 ans que nous travaillons sur les tourbières. Ainsi, nous allons présenter les connaissances actuelles sur les tourbières du bassin du Congo pour le développement durable de la RDC. Je suis, on m'a déjà présenté, je suis Patience Médico-Topia, DG du Centre de recherche en eau et environnement au ministère de l'enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation, et aussi doyen de la faculté des sciences et technologies à l'Université technologique nationale. Nous avons 3 points. Il y a une petite introduction et quelques données de recherche et une conclusion et des perspectives d'avenir. À l'introduction, j'ai déjà introduit avec la réponse sur la télédétection, mais ce qui nous a poussé à étudier les tourbières, c'est tout simplement les enjeux que représentent les tourbières par rapport à notre pays. Aujourd'hui, notre pays se vend comme étant un pays solution par rapport aux enjeux climatiques. C'est entre autres pour ses ressources et premièrement pour ses forêts, pour sa biodiversité et aujourd'hui pour ses tourbières. Et les tourbières constituent actuellement des écosystèmes précieux qui avant étaient parfois méconnus, mais aujourd'hui ça constitue au cœur des enjeux, d'où on doit les connaître, tout simplement parce que ça séquestre des grandes quantités de gaz à effet de serre, précisément de CO2, qui aujourd'hui sont des gaz qui sont à la base du réchauffement climatique. D'où il faut connaître ces zones, ces écosystèmes qui sont précieux. Et comment les connaître? Ce sont des écosystèmes précieux où nous disons, ces graphiques résument un peu ce que ça représente le tourbière. Ce sont des zones humides, c'est-à-dire des zones où nous avons la terre avec un grand pourcentage d'eau, qu'on appelle communément les marécages et ainsi de suite. Ce sont des zones, les tourbières représentent 3% des surfaces émergées, c'est-à-dire 3% de la surface est constituée des tourbières. Et ça séquestre au moins 20% du carbone organique de la planète. Donc ça constitue des enjeux majeurs par rapport à la donne du changement climatique. Et les tourbières trouvées au Congo, d'après les estimations, séquestrent plus de 30 milliards de tonnes de CO2. Et ces tourbières représentent des réserves de la biodiversité. Il y a certaines plantes, il y a certaines espèces d'animaux qu'on ne trouve que dans ces zones-là. Il y a une étude qu'on a eu à mener. Donc, ce sont des écosystèmes qui, aujourd'hui, avec l'entropie, avec l'activité humaine, sont devenus des écosystèmes dynamiques, c'est-à-dire qu'il y a une certaine évolution, un certain changement par rapport à l'entropie. Il faut les étudier. Et quand nous regardons ce qui se passe autour de ces écosystèmes qui avant méconnus, le fait qu'on n'ait pas compris le fonctionnement de ces écosystèmes, ils sont actuellement en train d'être dégradés, parfois mal exploités. D'où il faut la nécessité d'étudier, de mieux les connaître, de mieux les protéger et de mieux les vendre pour contribuer au développement durable. Aujourd'hui, on est en train de parler du crédit carbone, c'est-à-dire
ce que les pays ou les nations doivent récupérer en termes d'argent par rapport à la capacité qu'ils ont eue à protéger l'environnement, à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, nous avons des endroits, des écosystèmes qui gardent ces gaz. Aujourd'hui, si ces écosystèmes sont dégradés, c'est une bombe à retardement pour la planète. C'est pour cela, pour mieux vendre, il faut mieux connaître ces endroits. D'où l'importance de la télédétection. On a dit tout à l'heure, la télédétection va permettre, on sait qu'on puisse comprendre, on puisse voir des loin à distance là où l'homme ne peut pas arriver. Mais dans l'entraînement, il y a toujours des données, des terrains qui complètent ce que la télédétection nous donne. C'est ainsi que par rapport aux études étrangères, nous combinons à la fois les données de télédétection et les données des terrains. Pourquoi nous les faisons? Tout simplement parce que quand on est en train de parler des tourbières, que ce soit du plateau d'Indonésie, du bassin d'Indonésie, du bassin du Congo d'Amazonie, parfois on met le tout dans un même sac et pourtant il y a des particularités pour chaque bassin qu'il faut mettre en exergue et mieux vendre. Et aujourd'hui, avec les études que nous menons, nous découvrons et nous voulons montrer à la face du monde que les tourbières du bassin du Congo ne représentent pas ou ne stockent pas de la même manière que les tourbières d'Amazonie et que les tourbières de l'Indonésie. Et tout ça grâce à la télédétection. Et quand vous regardez nos recherches que nous avons eu à mener, parmi les méthodes utilisées, nous avons eu à utiliser des méthodes de télédétection et nous avons eu à utiliser des méthodes de terrain pour avoir nos résultats. Mais qu'est-ce qui nous a précédé, qui nous a poussé à aller vers les méthodes de télédétection? Tout simplement, c'est parce que ce sont des étendues où on a accès difficile. On est dans la forêt équatoriale, parce que la plupart des études nous avons menées dans les sites, dans la province, l'ancienne grande province de l'Équateur et dans le Malume, où l'accès est vraiment difficile. Il nous a fallu l'outil de la télédétection juste qui nous a permis d'avoir la cartographie nécessaire pour nous permettre, comme vous venez de dire tout à l'heure, des personnes qui avaient exposé, d'avoir des points de prélèvement parce qu'on ne peut pas aller partout au même moment. Et cet outil nous a permis et on a complété avec tout ce que nous avons eu utilisé comme méthode d'analyse des terrains. Et ça a confirmé ce que nous avons. Ainsi, nous avons présenté quelques résultats, les résultats par exemple des tourbières du Congo. Voici ce que la télédétection nous a permis d'avoir la carte, et c'est une étude qu'on a menée, demandée par la société ERA dans sa concession. Ça nous a permis d'avoir nos points de prélèvement. Vous savez, quand on fait des recherches sur un terrain, on doit avoir des échantillons les plus représentatifs possibles. Mais comment les faire? Et grâce à la télédétection, ça nous a permis de subdiviser notre terrain de recherche en des parcelles, et ce sont des parcelles qui nous ont permis d'avoir des échantillons. Et c'est grâce à la télédétection. S'il fallait envoyer un chercheur sur terrain, aller d'abord mesurer, avoir toute la surface du terrain, commencer maintenant à chercher où on va, ça allait nous prendre des années. Mais grâce à la télédétection, on a pu faire ces recherches dans moins d'une année. Ainsi, parlant de la télédétection, ça nous a permis d'avoir des résultats de terrain sur base des échantillons que la télédétection nous a permis de situer ou prendre
ou prélevés. Ainsi, nous avons par exemple des résultats sur les pH qu'on a représentés sous cette forme, ou on peut les représenter sous forme d'histogramme. Je pense qu'on gagne du temps, on va à la conclusion, on va expliquer les résultats. On a trouvé que les tourbiers du nombre, d'une manière générale, la moyenne, présentaient que c'était des tourbières acides. On a continué, grâce à la télédétection, on a eu les données des terrains sur la conductivité électrique et ça nous a montré que les tourbières du nombre avaient une conductivité élevée. C'est déjà une indication par rapport à la minéralisation. Ça veut dire que si, peut-être qu'on n'a pas eu à définir les tourbières d'une manière générale, la tourbe, c'est quoi? La tourbe, c'est tout ce qui est constitué de l'ensemble de la terre et des plantes ou des feuilles mortes et non dégradées, ou partiellement dégradées. Et des études sont en train d'être menées pour savoir pourquoi ces plantes, pourquoi ces feuilles, quand la feuille tombe après, quand ça se dégrade. C'est ça le cycle de la vie, pour que ça devienne encore un minéral et un sucre. Mais pourquoi ces plantes se dégradent? Il y a tout un écosystème, il y a tout un fonctionnement physique, chimique et biologique qui s'est fait. Et voilà donc, on a eu tous ces résultats et ça nous a permis de comprendre qu'il y a une certaine minéralisation. On peut aller, ça fait l'objet d'une publication sur la caractérisation physico-chimique et le même site a été étudié pour connaître la biodiversité qui colonisait cet espace. Ça aussi, ça a eu une publication. Et nous avons des données aujourd'hui, ce sont les premières données sur la biodiversité des tourbières. Et parmi les espèces trouvées et les familles trouvées, il y en a qu'on ne trouve que dans ces milieux. Ainsi, la télédétection nous a permis de retracer la végétation dans cette concession. On a retracé la végétation qu'il y avait en 2010 et on a retracé la végétation qu'il y avait en 2020, qu'il y avait en 2023 pour voir l'action anthropique dans cette concession. Et si on voit qu'il y a les taches rouges ici sont plus foncées et que l'entropie, l'activité humaine continue davantage et ça affecte. Et c'est tout bien, il faut une activité. Ainsi, c'est le même travail qu'on a eu à mener sur les tourbières de Mokolama. Nous avons eu le même résultat grâce à la télédétection. On a cartographié et on a eu nos points de prélèvement qui sont représentés avec le stars en jaune. Et nous avons des résultats. J'ai mis ces résultats exprès pour comparer. Ici, c'est la valeur de la conductivité électrique. Nous nous rendons compte que la conductivité électrique de Mokolama est très faible. Nous sommes à 39,3 microsiemens. Contrairement à la conductivité des Inongo, où on était déjà à 200. Ce sont des données qui nous permettent déjà de comprendre que toutes les tourbières ne sont pas mêmes. Et s'il faut vendre, c'est-à-dire s'il faut chercher à avoir les médicaments, on ne va pas avoir les médicaments de la même manière dans toutes les tourbières. Donc, et si on est arrivé là, grâce à la télévision qui nous a préparé le terrain, et voilà les données des terrains viennent complètes. Ainsi, ça pose l'objet d'une publication. Et nous avons eu à faire aussi des études sur les tourbières des femmes, toujours dans l'Équateur. Et avec cette carte de loi, on a présenté les points des prélèvements, et ainsi de suite. Et voilà, voilà, on a trouvé la plupart des nos tourbières ont un pH acide, mais on a remarqué que l'humidité, la quantité d'eau diffère d'une tourbière à l'autre. Donc voilà, je pense que ça a aussi fait l'objet d'une publication. Il y a les tourbières du jardin botanique. Il y a là, maintenant, ça nous a permis d'avoir. La télédétection nous a permis d'avoir des points de prélèvement. Et au final, les données des terrains viennent confirmer ces données. Nous allons donc atterrir en disant ceci. Quand nous
comparons les résultats, par exemple, de ces 3 sites par rapport à leur valeur moyenne de la conductivité, pardon, c'est pas la conductivité des trucs, c'est l'oxydoréduction, la valeur, on voit que ça diffère. L'objectif pour nous, c'est là où nous allons à la conclusion, l'objectif pour nous, c'est de dire que, bien que nous avons une richesse qui sont des tourbières, nous allons vendre. Dernièrement, on était à l'accord pour dire pays solution, on doit avoir de l'argent. On doit avoir de l'argent sur base de parce que nous ne connaissons pas exactement la valeur que représente ces tourbières. Et la télédétection nous aide. Et nous disons encore par rapport à cette science, cette méthode, cet outil, comment la télédétection contribue à la paix et au développement durable. Grâce à ces données, comme je venais de le dire, nous allons avoir des poids, des sous-bassements pour dire nos tourbières valent autant. Et ça va permettre à la RDC de se développer. Ça contribue à la paix. Pourquoi? Tout simplement, ce sont des zones où parfois nous sommes des zones transfrontalières avec d'autres pays. Il y a parfois des conflits qui naissent. Il y a parfois des pays qui méconnaissent ce que nous avons. Mais grâce à la télédétection et aux données que nous aurons qu'est-ce qu'il faut dire pour qu'on départage les conflits que nous pouvons avoir, soit entre nous à l'intérieur, mais soit avec les amis à l'extérieur. Et les projections d'avenir, nous voulons, en faisant ces études, et qui continuent encore, parce qu'il y a encore beaucoup de données que nous n'avons pas eu le temps de présenter, ils sont encore sous étude, permettant de comprendre qu'est-ce qui fait que ces zones, ces milliers se sont formés des milliards d'années, quels sont les micro-organismes qui sont à la base, et ainsi de suite. Et pour le moment, c'est une étude, comme la publication sous presse, je n'ai pas voulu mettre ces résultats, mais ça sera le premier résultat au monde, parce que nous avons interagi avec ceux d'Amazonie et ceux de l'Indonésie, ils n'ont pas encore eu ces résultats. Et d'ailleurs, pour interpréter ces résultats, on a eu du mal. Il y a l'Indonésie qui a demandé qu'ils puissent interpréter, mais qu'ils deviennent auteurs de ces résultats. Et nous avons refusé. Jusqu'à ce que nous avons trouvé la solution pour permettre l'interprétation. Donc, en bref, je termine en disant la télédétection, c'est vraiment une science, une méthode, un outil pour la paix et le développement durable. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la professeure Patience, pour votre contribution significative axée sur la contribution de la télédétection dans la lutte contre le changement climatique. Alors, nous devons être justes en accordant la parole à 2 personnes pour poser les questions à Madame la professeure. Oui, juste 2 questions. Et après 2 questions, le chef du personnel de CNT prendra la parole pour la lecture des différents communiqués. Et après cela, Monsieur le directeur général prendra la parole pour les mots de clôture. Il y a aussi d'autres éléments qui me échappent. Mais je ne saurais pas vraiment poser beaucoup de questions. Je voudrais savoir une question qui paraît. J'aimerais savoir si l'existence des tourbières dans une zone donnée peut être aussi un danger pour la population locale. Si l'existence des tourbières dans une zone donnée peut être aussi un danger pour la population locale. Ça va aider de donner une petite deuxième question. Une tourbière qui sèche sans pour autant être exploitée, comme vous venez de le dire, sans pour autant être consommée ou exploitée, peut
peut-être aussi, peut poser aussi des préjudices pour la population locale. Merci. Peut représenter un danger pour la population. Je pense que ce sont des milieux, nous qui avons passé des moments parfois au village, que nous connaissons, et j'aime bien le secrétaire général au ministère de l'Environnement qui dit toujours, là il a appelé la route. Ce sont des milieux que nous connaissons bien. Et si vous posez des questions à nos grands-parents, ils vous diront, ce sont des milieux où on aime bien aller, par exemple, et cultiver, parce qu'il y a un très bon rendement. Ce sont des milieux où, quand vous allez au village, où on fait des plantations de bananes, et ainsi de suite, parce qu'il y a un très bon rendement. Donc, sur le plan interaction de l'homme, rien ne représente pas un danger. Au contraire, c'est un milieu très nutritif pour la culture, pour l'exploitation, même pour la pêche. Il y a certaines espèces de poissons, par exemple, qu'on ne trouve que là en grande quantité. Donc, ce n'est pas un danger. Mais comment ça devient un danger? C'est là où j'apporte la deuxième question sur le drainage, sur la dégradation de ces milieux. Ces milieux sont de plus en plus dégradés, c'est grâce à l'homme. Avant, quand nos parents cultivaient les bananes, c'était juste pour des subsides, c'est-à-dire l'utilisation alimentaire à la maison. Aujourd'hui, avec la forte demande et la démographie, vous avez des gens qui quittent nos villes pour aller à l'intérieur, aller chercher tout ce qu'on cultive là. Et il y a une forte demande, on est en train d'exploiter à grande échelle ces milieux qui avant étaient restés intacts grâce à un certain fonctionnement. Aujourd'hui, quand vous forcez ces milieux, non seulement ce sont des milieux, on a vu les résultats, le minimum des pourcentages de d'immunité, c'est vers 80-85. Il y a des milieux où on est à 90%. Donc il y a une grande quantité d'eau. Alors quand vous exploitez, vous provoquez les drainages, c'est-à-dire perte d'eau. Quand il n'y a plus d'eau, on ne parlera plus de l'eau. Ces micro-organismes qui ne dégradent pas, c'est tout simplement parce qu'il y a aussi présence d'eau. Les jours où il n'y a plus d'eau, il y aura des micro-organismes qui vont coloniser pour dégrader ces milieux. Et quand ça sèche, ce sont des milieux qui sont très combustibles, c'est-à-dire moins de feu, ça vous brûle. Et dernièrement, l'année passée, il y a eu des grandes bruyères au niveau de l'Équateur qui ont brûlé tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'eau avec la norme du changement climatique. Donc, ça devient un danger quand on commence à drainer, et même quand l'homme n'a pas utilisé que l'eau sèche, là aussi il y a la question du changement climatique, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Voilà ce que je peux dire. Je vis, vous avez le point de prélèvement, et ces points de prélèvement sont choisis sur quelle base? Je voulais juste avoir l'idée là-dessus. Bonjour, je me nomme Papi Mambona, je suis expert en télédétection spatiale. Alors, j'avais voulu vous poser des petites préoccupations. La première était de savoir, là où vous avez donné une carte de l'occupation du sol, dans le cartographe de Parma. Est-ce que vous pouvez me donner un peu la différence, y a-t-il entre l'occupation de cette tourbière et puis l'utilisation de ces sols-là? Et puis la deuxième préoccupation était de savoir la classification que vous avez faite là. C'était une classification supervisée ou non supervisée? Parce que j'ai vu des belles images, vous savez quand vous faites cela, il fallait que nous puissions savoir quels sont les signatures spectrales qui sont classées dans ces images. Merci beaucoup, madame la professeure.
D'autres questions dans la salle? J'ai des petites questions. La première est celle-ci, madame la professeure. D'abord, je vous dis merci pour votre brillant exposé. Nous en sommes tellement édifiés. Avec un stock estimé à 30 milliards de tonnes de CO2, comment la RDC peut-elle faire face? Peut-elle faire des tournières, un levier concret de sa diplomatie climatique et son développement économique durable? Parce que je me rends compte que c'est vraiment une ressource qui peut apporter beaucoup plus de moyens au pays. Et la seconde question, madame, vous avez dit tantôt que vous utilisez les deux méthodes. Vous utilisez la télédétection, vous observez aussi les données des terrains. Mais je me demande, et vous avez aussi montré que les données des terrains étaient similaires aux données que vous avez trouvées dans la télédétection. Mais pourquoi alors vous utilisez les deux méthodes? Vous ne pouvez pas dire une perte de temps et d'argent. Pourquoi ne pas économiser seulement avec la télédétection? C'est que vous dotez et c'est que vous relevez dans la télédétection. Merci. Deux dernières questions. Représentativité de l'échantillon. Je voudrais prendre les topières binomo. Alors, la loi statistique veut qu'il faut qu'un échantillon soit représentatif. Il faut que la taille de l'échantillon soit supérieure ou égale à 30. Je ne sais pas la taille que vous représentez ici. Elle est supérieure à 30 ou bien inférieure. Parce que c'est inférieur, nous répondons plus à la loi des students. Et si c'est supérieur ou égal à 30, c'est la loi normale. Je ne sais pas si vous pouvez nous écrire. Merci. Dernière question. Madame la professeure, j'ai une question de curiosité. En parlant de tourbière, on parlait de géologie. L'électron dit que la tourbière séquestre. La tourbière séquestre le CO2. Alors, lorsqu'on parle de séquestration, c'est un emmagasinement. Est-ce qu'une tourbière peut arriver à cette situation? Est-il possible qu'une tourbière arrive à cette situation? Si tel est le cas, est-il possible d'estimer le temps de saturation en CO2 d'une tourbière? Merci.